je suis sorti d'ici en 2008. J'ai fait 2-3 petits boulots et puis ça fait à peu près 15 ans maintenant que je travaille dans ce domaine, à la fois au début pour le public, au CertFR, et ça fait à peu près 10 ans que je fais de la réponse à incident chez Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout bêtement, c'est la partie où on sait qu'il y a eu un problème, donc on a une équipe de détection qui s'active à essayer de chercher un petit peu des problèmes dans le réseau, que ce soit des malwares, que ce soit des employés qui font des bêtises. Et l'objectif de mon équipe, c'est, une fois qu'on a détecté ces problèmes, collecter des informations, les analyser pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer d'avoir des bonnes méthodes ensuite pour résoudre le problème, nettoyer entre guillemets le réseau. Et vous imaginez, Google c'est quand même une assez grosse boîte, il y a beaucoup de machines sur tous les systèmes, Linux, Mac, Windows, tout ce que vous pouvez imaginer. Des machines dans des labos chelous qui font des tests pour voir si les téléphones marchent bien, des data centers, etc., etc. Et puis des fois j'écris même un petit peu de code. Donc dans tous les outils que je vous ai présentés, c'est pas des trucs que moi je fais moi, mais dans certains d'entre eux, il y a quand même des vrais pull requests faits avec mes petites mains. Donc comme je vous parlais, on va commencer par un petit peu vous mettre une présentation de ce que c'est la réponse à incident, et puis ensuite on verra tous les outils que vous pouvez utiliser pour faire de même dans vos organismes, que ce soit je sais pas, des grosses assos, des entreprises, etc. C'est parti. Pour un petit peu poser, on va s'imaginer un scénario très classique d'incident de sécurité. Vous recevez, avec l'équipe de sécurité, vous recevez un jour un rapport d'une tierce partie de confiance. Je ne sais pas, ça peut être l'Agence nationale du système de sécurité d'information, sous le Premier ministre, qui s'occupe de transmettre des rapports aux entreprises. Et qui vous dit, par exemple, alors voilà, on a découvert qu'il y a des attaquants, des hackers, des méchants sur Internet, qui distribuent du malware. La manière à laquelle ils distribuent le malware, ça peut être, par exemple, un truc classique en ce moment, vous allez sur un site web, et le site web, il vous dit « on essaie de se protéger contre le robot, prouvez que vous êtes un vrai humain », vous devez ça tout le temps, quoi, mais des fois, ce qu'ils font, c'est... Alors, pour prouver que vous êtes un humain, ce qu'il faudrait, c'est copier cette commande, la coller dans votre terminal, appuyer sur Entrée, et tout va bien se passer. Bon, évidemment, la commande, elle récupère un malware quelque part, qui va tourner sur votre machine et faire des saloperies. Donc, imaginons dans notre cas particulier, les saloperies en question, c'est des infos stealers, très classiques, des trucs qui vont tourner sur votre machine et qui vont lister des coordonnées bancaires, des mots de passe de wallet crypto, des logins, des mots de passe qui seront enregistrés dans votre navigateur, etc., etc. Et généralement, ces données sont ensuite envoyées sur un serveur tiers qui contrôle. Et mettons, par exemple, que le domaine qui est utilisé pour envoyer ces informations, c'est badpuppies.dog. Ce domaine n'existe pas, vous pouvez l'acheter, ça peut être rigolo. Donc vous recevez ce rapport, et ce que vous faites, c'est, allez, on va les regarder dans nos logs de journaux centralisés de DNS. Est-ce qu'il n'y aurait pas une machine, quelque part, à un moment donné, qui aurait essayé de résoudre ce domaine? Ça voudrait pouvoir dire qu'il y a justement le malware qui s'est lancé sur cette machine. Et pas de bol, effectivement, il y a un hit. Machine 1, mettons, le 10 octobre, a fait une résolution DNS sur ce domaine. Donc là, vous vous dites, mon week-end est foutu. Quel est le but? Donc on a cette information-là. Le but de notre équipe, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Déjà, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de mal qui s'est passé? Par exemple, quelque chose qu'on voit assez classiquement, c'est on a eu une résolution DNS sur ce domaine-là, mais en fait c'était juste un type qui a vu aussi passer ce rapport, parce que les rapports généralement ils sont publics, puis il a été voir, voilà, les attaquants ils font ça, ils utilisent tel domaine, et tiens, qu'est-ce qui se passe si je tape le domaine à la main dans mon navigateur, paf, ça fait une résolution DNS, on croit que la machine est compromise, mais en fait non. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais quand c'est pas le cas et qu'il y a vraiment un utilisateur qui s'est fait avoir, du coup, on a envie de savoir exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est bien fait compromettre par cette technique-là qui a été indiquée dans le rapport? Est-ce que ça a été fait d'une manière différente?
Et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé effectivement une fois que le code est arrivé sur la machine. Est-ce qu'il s'est vraiment bien exécuté? Est-ce que son exécution a été peut-être bloquée? Donc il s'est lancé, mais peut-être que l'antivirus l'a tué avant qu'il fasse ses recherches sur le disque d'informations utiles. Est-ce qu'il a été capable d'envoyer avec succès les informations sur badpuppies.dog là? Et puis éventuellement, est-ce qu'on va être capable de dire qu'est-ce qui a été envoyé? Parce que si on se rend compte qu'il n'y a que 4 paquets qui sont partis, on peut se dire que peut-être il a collecté des mots de passe sur la machine, mais s'il y a 40 Tera, c'est peut-être un peu plus grave. Peut-être que c'est l'intégralité du code source de votre entreprise qui est partie quelque part. Donc on a besoin de répondre à ces questions-là. Et puis comment on va faire pour corriger le problème? Si on se rend compte qu'il y a effectivement juste ça qui s'est produit, on va peut-être bloquer ce domaine au niveau de l'entreprise, on va peut-être bloquer l'adresse IP. Puis on va peut-être apprendre de nouvelles choses aussi en faisant notre investigation qui va peut-être nous dire en fait, il y a aussi d'autres malwares qui ont été transmis peut-être via d'autres domaines, etc. Donc on a vraiment cette analyse qu'on va avoir besoin de faire. Et puis à la fin, voilà, est-ce qu'il va falloir reformater cette machine? Est-ce qu'il va falloir dire à l'utilisateur de changer tous ces mots de passe qui peuvent être enregistrés, etc., etc. Pour répondre à ces questions, encore une fois, c'est un cas très classique. On se rend compte qu'au jour le jour, ça diverge un petit peu, mais il y a un peu des grandes catégories qui se répètent régulièrement. C'est petit 1, il faut collecter l'information. Alors, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, tout ce qui va nous aider à répondre aux questions de tout à l'heure. Donc, ça peut être des fichiers sur la machine, ça peut être le disque complet de la machine, qui va nous donner plein d'informations. Des snapshots de VM dans le cloud, des journaux que vous pourriez avoir, soit parce que vous avez des agents qui tournent sur les machines et qui collectent des informations, des journaux qui viendraient d'équipements réseau, etc., etc. C'est intéressant de mettre tout ça dans une partie sécurisée, dans votre labo d'analyse, éventuellement aussi parce que vous pourrez avoir d'autres collègues à vous qui vont bosser sur le même incident. Et l'étape d'après, ça va être de convertir ces données brutes que vous avez collectées en quelque chose qui vous aidera à répondre à la question. Alors, ce genre de choses, c'est généralement qu'est-ce qui s'est produit et quand. On appelle ça une timeline, je ne sais pas trop comment traduire ça, un historique en fait de qu'est-ce qui s'est produit. Par exemple, voilà, un fichier a été créé à telle date, à telle heure, à tel endroit, un utilisateur s'est rendu sur tel site, etc., etc. On a aussi besoin généralement d'enrichir ces informations avec d'autres éléments qui viendraient de sources externes ou de sources internes. Typiquement, on sait que cette adresse IP est utilisée par des pirates chinois. On sait que ce domaine est utilisé dans le cadre de telle campagne de phishing. Tout ça, ça va nous aider aussi à guider l'investigation. Une autre chose utile, c'est aussi de savoir, quand on fait ça et qu'on se retrouve avec ces millions et des millions d'événements, de pouvoir facilement dire, non, ça on sait que c'est normal, peut-être dans notre entreprise il y a des trucs pas clairs qui se passent, mais on a l'habitude, c'est normal. Et puis voilà, et puis faire le vrai travail, une fois qu'on a ces éléments sur lesquels on peut travailler, faire l'analyse, le travail de, comment on peut dire, de fin lignée digital. Digital, ça veut dire avec les doigts. Généralement, vous n'êtes jamais tout seul, il y a une équipe. Chez Google, on travaille 24/7. Il y a une équipe à Zurich, il y a une équipe aux États-Unis, une équipe à Sydney, qui permet à 17h de dire ah, moi je me casse, c'est ton problème maintenant. Et c'est d'ailleurs un gros problème d'être capable de transmettre un état d'incident qui est en train d'être investigué à une autre équipe. Et c'est pour ça que c'est super important de pouvoir faire tout ça de manière collaborative. Parce que des fois, on aime bien dormir. Et puis à la fin, un rapport précis, qu'est-ce qui s'est passé, quand, et qu'on puisse lier à des preuves claires, qui viendraient de tous les éléments qu'on a récupérés avant. Éventuellement, on se rend compte qu'on n'a pas récupéré assez d'informations pour répondre, et il faudra repartir à l'étape 1, parce qu'on se rend compte qu'une autre machine a aussi un autre problème. On va essayer de récupérer des fichiers sur cette autre machine, et puis ça, voilà. Ce cercle vertueux un petit peu qui permet d'atteindre, de nous donner à la fin les réponses aux questions que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la partie intro. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait ça avec de l'open source. Les slides qui vont arriver, il y aura environ un lien GitHub par slide.
vous ferez des recherches Google, ce sera plus simple que de les taper à la main. Alors, la première étape, collecter des informations. Alors, un des premiers outils que j'ai fait il y a super longtemps, c'est une idée toute conne, c'est vraiment de faire une clé USB que vous pouvez foutre sur un PC et booter ce PC sur cette clé USB. C'est un Linux tout bête, donc l'outil s'appelle Diskstick. L'histoire de pourquoi ça s'appelle comme ça n'est pas très intéressante, mais l'idée derrière, c'est de simplifier ce processus de collecte de disques durs, de faire une copie d'une machine compromise, de manière extrêmement simple, et d'envoyer ça quelque part où vous pouvez ensuite l'analyser. Donc le quelque part, ça peut être soit un autre disque dur que vous avez branché sur la machine, ça peut être un serveur de stockage que vous avez monté, ça peut être aussi quelque chose de simple, genre envoyer dans votre cloud favori de stockage, je sais pas, du S3 quelque part, chez Amazon, chez Google, etc. Et l'objectif d'ailleurs, c'est que ça soit vraiment extrêmement simple, parce que si la machine 1 qu'on a vue, elle est à l'étage du dessus, au bureau, machin, je peux y aller et faire une copie. Mais si la machine elle est en Thaïlande, je sais pas, sur un bateau, votre PDG il est en vacances, je sais pas où, il a cliqué sur le mauvais email, vous n'allez pas pouvoir envoyer un technicien ou un analyste sécurité sur place. Et donc, éventuellement, peut-être qu'il aurait eu la preuve d'esprit d'avoir ça sur lui, brancher, booter la machine dessus et cliquer sur un bouton et qui va faire tout seul. C'est-à-dire faire une copie du disque, éventuellement dumper des firmware, des BIOS, ça peut être utile, et ça récupère des données du genre le numéro de série de la machine, le modèle, etc., etc. Comme ça, tout ça est safe quelque part. Et éventuellement, vous pouvez dire, bon, ok, reformate ta machine, c'est bon, on a toutes les informations dont on aura besoin plus tard. Tu peux reformater et continuer à travailler. Mais ça a des limites. Une des limites principales, c'est que maintenant, dans les entreprises, on développe beaucoup, on essaie d'augmenter la sécurité des machines, et un truc classique, c'est le Secure Boot. Essayez de booter un MacBook Pro en mode entreprise, là, vraiment MDM, Machine Management, machin bidule, c'est plus possible. Donc ça nous casse un peu les pieds. Trop de sécurité, parfois, ça nous empêche de travailler. C'est un peu ironique. Mais c'est pas grave, parce que vous avez GRR, on dit GR. Alors, c'est pas le mot que vous dites quand vous essayez d'utiliser l'outil, là. GR. Non, c'est compliqué. L'idée derrière, c'est que vous avez votre flotte. Ça se voit. Et puis dans votre flotte, vous avez plein de machines, que ce soit des VM dans le cloud, que ce soit des laptops, des workstations, etc., des serveurs. Sur chacune de ces machines, vous avez le petit agent GR qui tourne. C'est codé en Python et ça génère des binaires qui vont tourner sur Linux, Mac, Windows, tout ce que vous voulez. Et à côté, vous avez un serveur. Et vous, en tant qu'analyste là, vous allez pouvoir dire au serveur, alors moi j'aimerais bien que la machine 1, tu me collectes l'historique de navigation de tous les utilisateurs. Et donc là, la flèche, elle n'est pas vraiment dans le bon sens, mais en gros, l'agent, il va se connecter au serveur régulièrement, il va voir s'il a du boulot à faire. Et là, d'un coup, il se dit, ah, j'ai du boulot à faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le serveur va traduire l'information « je veux les fichiers de navigation » en quels sont les fichiers qu'il faut effectivement aller chercher sur le disque. Parce que moi, à l'avant, je ne sais pas si la machine, elle utilise Firefox, Chrome, Safari ou Opera ou je ne sais pas quoi. Et j'ai pas envie de me poser la question, quoi. Je veux ces fichiers-là le plus vite possible. Et c'est GER qui, en utilisant un outil dont je vais parler juste après, est capable de faire cette traduction de ce que je veux en quels sont les fichiers qu'il faut les récupérer. La machine envoie tout ça. Et moi, j'ai accès à ces éléments rapidement quand la machine arrive et répond. Ça permet aussi d'explorer le système de fichiers. Si vous ne savez pas trop exactement ce que vous voulez, vous pouvez les cliquer et dire « Ah, il y a quoi dans ce répertoire ?» et ça va vous l'afficher. Donc voilà, GER, c'est à la fois le client et les agents qui tournent sur tous les systèmes d'exploitation que vous pouvez imaginer. Et voilà, ça fait un peu ce que je vous ai expliqué. Par exemple, je peux vous dire aussi, je veux la liste des fichiers dans le répertoire temporaire. Et ça peut être un peu n'importe quoi. Hein. Sous Windows, local app data machin, sous Linux, /tmp. Tout ça, c'est fait pour vous. Un autre truc que ça fait, qui est vachement utile dans le cadre de l'investigation, dans la gestion d'incidents, c'est, mettons, vous avez une information du genre, le malware qu'on cherche, il s'appelle malware.exe, ça serait bien si c'était comme ça, et c'est généralement dans les répertoires temporaires. Et bien vous pouvez avec Go dire, je veux que tu regardes sur toute la flotte, toutes les machines, s'il n'y en a pas une qui a ce fichier qui s'appelle comme ça à tel endroit. Donc ça c'est super pratique aussi. Voilà, c'est ce que je vous ai dit.
C'est en train d'être réécrit en Rust. Je ne sais pas s'il y a des rustacés, des fans de Rust. On avait quelques problèmes avec publier comme ça des binaires en Python. Python, c'est pas super, c'est un peu fragile des fois. Donc c'est activement en train d'être réécrit en Rust. Je vous ai dit juste avant qu'on pouvait faire cette traduction entre quel type de données je veux et où est-ce qu'ils sont effectivement sur le disque. Et ça pareil, c'est open source. Forensics Artifact, c'est le repo. Et en gros, là-dedans, vous avez des fichiers YAML qui vous décrivent. Là, vous avez Browser History, c'est ça que je demande, les historiques de navigation. Et lui, il sait que il va falloir déplier ça en je veux les historiques de Firefox, Internet Explorer, etc., etc., qui pointent vers les fichiers qui seront intéressants et où est-ce qu'ils se trouvent. Donc Go, il va être capable de dire je vais lister les utilisateurs sur la machine, donc je vais pouvoir créer la liste de tous les répertoires qu'il va falloir que je regarde. Sous Firefox, vous savez peut-être qu'il y a plusieurs profils, donc il y a plusieurs endroits comme ça, et ça va lister la liste des fichiers qu'il faut récupérer. Donc encore une fois, Forensics Artifact, une base d'informations de où sont les fichiers intéressants sur des machines. Donc ça, c'est la première étape de collecte, et quelques outils qui vous permettent de faire la collecte. La deuxième étape, c'est transformer ces fichiers en quelque chose qu'on peut comprendre. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes capable de lire ça. Moi, j'ai du mal. Bon, le file 0, ça me rappelle quelque chose. C'est une partie de la MFT. La MFT, c'est un fichier caché sous Windows en fait, qui décrit votre système de fichiers NTFS. Et là, c'est un petit bout d'exa qui vous dit il y a un fichier qui s'appelle SAM. Alors, je ne sais pas si vous voyez SAM là-bas. Et dedans, encodé en format Windows binaire un peu pourri, l'information, ce fichier est écrit à telle date, modifié à telle date. Les métadatas ont été modifiés à telle date, tout ça, c'est ça dont on a besoin à la fin pour vraiment faire l'analyse. Et pour ça, l'outil fabuleux, avec un logo fabuleux aussi. Tous les logos, vous allez voir, on n'a pas payé bien cher, les artistes, et on n'a pas beaucoup d'imagination non plus, donc pas fameux. Mais en gros, place haut. Vous lui donnez n'importe quoi en entrée. Ça peut être un fichier, un dossier avec des fichiers dedans, des archives, des images disques qu'on a récupérées par exemple avec Gistic. Et il va être capable d'analyser à la fois le système de fichiers, explorer le système de fichiers, et chaque fichier qu'il va trouver, l'analyser pour voir si dedans il y a des informations utiles qui servira à notre incident. Alors ces informations, on les appelle des événements. Tout bêtement, ça veut juste dire une date, une heure, millisecondes, nanosecondes si on peut les avoir, et un truc qui s'est produit. Qu'est-ce qui s'est produit? Est-ce qu'un utilisateur a cliqué sur un lien? Est-ce qu'un fichier a été créé, etc. Il fait ça, alors c'est en Python, mais pour être un peu plus efficace pour le parsing, il utilise une base de données de parseurs écrits en C, dont je vais parler juste après. Alors l'approche de base, c'est vous le lancez sur toutes vos données collectées, et puis il va créer un historique avec tout ce qu'il trouve. Mais aussi un moyen d'être un petit peu plus malin. Si vous savez, moi je serais intéressé que sur le disque dur que j'ai, tout ce qui s'est passé sur la base de registre, vous pouvez lui dire, en fait, n'analyse que les fichiers de la base de registre. Et à la fin, vous avez par exemple un CSV avec tous les événements d'intérêt de cette machine. Donc ça, c'est la liste. Il y a plus d'une centaine dans Libial de bibliothèques en C qui permettent de parser des trucs. Je vous ai mis en grade de 3. Par exemple, libfs NTFS permet de parser un système de fichiers NTFS. Il y a pareil pour Mac, Linux, Ext, tout ce que vous voulez. Il sait parser des binaires. Dans les binaires, il y a des dates aussi. Ça vous dit, par exemple, tel binaire a été compilé à telle date. Ça parse les fichiers d'événements Windows qui sont en format binaire à la con. Qu'on ne peut pas juste ouvrir dans Notepad et comprendre ce qui se passe. On a besoin de toutes ces bibliothèques-là. Donc ça, c'était Placeau. Permet de construire cette historique d'événements. Un autre truc utile, par exemple dans notre cas particulier, si on ne sait pas trop où chercher un malware qui serait sur le disque, une approche un peu bête, ça serait de dire, on connaît un domaine, éventuellement il serait enregistré quelque part dans un malware sous sa forme, Bad Puppies Don't Dog. C'est plus jamais le cas maintenant, sinon ça serait trop facile, mais dans certains cas ça peut être utile. Et si vous voulez faire des recherches comme ça sur des corpus de données un peu larges, les indexer et pouvoir les retrouver facilement, DFDOI, ça peut vous aider à faire ça. Donc, vous donnez un peu n'importe quoi, il va chercher des chaînes et il va monter une base de données avec « j'ai trouvé telle chaîne de caractères à tel endroit ».
Un autre truc qui arrive assez régulièrement, c'est vous avez un serveur web quelque part, vous avez installé pour votre famille, je sais pas moi, un WordPress dans un Docker, et dans WordPress, personne ne l'a mis à jour depuis 6 ans, il y a un script qui est passé, qui a scanné, exploité une vulnérabilité et foutu un crypto miner, et un mois plus tard, vous recevez votre facture Amazon, ou the fuck, parce qu'il y a un truc qui tourne devant. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous on aime bien collecter des données et les analyser à part. C'est assez rare qu'on se logue sur une machine pour essayer de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a un risque que éventuellement le malware perturbe tellement le système qu'il planque des fichiers ou des choses comme ça. Et donc je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder physiquement sur le disque à quoi ça ressemble un Docker avec 40 containers qui sont lancés. C'est un bordel infâme, parce que tout est fait à base de layers. Donc vous avez le layer de base qui est, je ne sais pas moi, Alpine, Linux, machin, puis par-dessus vous avez rajouté un fichier, et tout ça est rangé dans des répertoires à part que le kernel est capable de remonter. Mais c'est un peu casse-couille. Moi ce que j'aime bien, c'est juste avoir un petit script Python qui peut me remonter l'état actuel du container lors de la compromission. Donc ça vous permet de faire ça. C'est assez pratique. Ok, on a déjà 20 minutes. Récap numéro 1, où est-ce qu'on en est ? Donc on a eu un problème, il y a une machine qui fait des trucs bizarres, on a collecté des données de cette machine-là, et on a été capable de transformer ces données en éléments qui nous permettent de faire l'analyse, qui est l'état juste après. Incroyable. Bon, c'est parti. Généralement, encore une fois, dans la réponse à incident, on part toujours d'un truc. Il y a toujours un point de départ, un nom de domaine, une date, une machine. Et à partir de là, on va essayer de répondre les questions, toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a eu effectivement un vrai malware sur la machine? Comment il est arrivé là? Quel type de données a été exfiltré dans le cadre de malware? Mais si c'est quand même bizarre, cette personne qui a posé sa démission il y a 6 mois, qui est en train de recréer une boîte avec exactement le même truc qu'on était en train de développer en interne. Est-ce qu'on ne pourrait pas regarder éventuellement ce qu'il aurait fait sur son laptop qu'on a récupéré quand il est parti? C'est aussi le type d'investigation sur lesquelles on peut aider, c'est un peu les mêmes techniques. Et le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a toutes ces bibliothèques qui permettent de parser énormément de données, qui vont créer des timelines extrêmement grosses. Pour vous donner un ordre d'idée, vous prenez un Windows Server 2000, je ne sais pas combien, vous l'installez, vous ne faites rien, vous faites une copie de ce disque, vous le balancez dans les outils, là, et à la fin vous sortez, je ne sais pas, 12 millions d'événements. Donc ça fait quand même une belle aiguille et botte de foin. C'est quand même une grosse botte de foin dans laquelle il va falloir trouver les aiguilles. Et c'est un peu aussi tout le problème. Si vous avez une date, déjà c'est pas mal parce que vous allez pouvoir vraiment vous intéresser à une période. Si il y a un malware qui se met sur une machine et qui contacte un nom de domaine, généralement il a été créé sur disque pas très longtemps avant. Parfois ça peut ne pas être le cas, le malware peut faire ce qu'il veut, mais généralement il a installé, il se lance, il récupère les données et après s'il peut faire ça avant que l'antivirus voit quelque chose, c'est son intérêt. Donc ça peut être pratique de faire des recherches où vraiment on zoome sur des périodes temporelles intéressantes. Et puis voilà, encore une fois, récupérer vraiment les quelques informations qui vont répondre aux questions qui nous intéressent. Si on veut chercher en plus éventuellement qu'est-ce qui pourrait se passer d'autre, il va falloir être un peu plus malin et trouver des techniques pour simplifier notre recherche dans cette botte de foin. Alors pour ça, vous avez un outil qui s'appelle TimeSketch, qui est aussi développé en interne par mes collègues. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du Python, avec une interface web en Vue.js, et derrière de l'open search. Vous lui donnez à manger la sortie des outils dont j'ai parlé avant, par exemple Plasso. Il va mettre tout ça dans la base de données OpenSearch, et tant que chaque événement est vaguement structuré, c'est-à-dire qu'il y a une date, puis il y a une liste de trucs derrière, genre ça peut être une URL, un nom d'utilisateur, etc. Tout ça sera, si c'est structuré, ça rend la recherche plus facile. Et au fur et à mesure de l'investigation, vous allez pouvoir lui donner de nouveaux jeux de données comme ça et les queries par après. Donc c'est le système de query de OpenSearch qui permet de faire des recherches et de manière collaborative. Alors moi, j'aime pas les démos ça marche jamais. Moi, j'aime bien les vidéos. Généralement, ça marche, on perd moins de temps. Donc là, un petit exemple de à quoi ça ressemble. Bon, là, il fait une recherche full text. Donc là, il cherche une adresse IP. Et puis, vous voyez l'utilisateur commencer à marquer des événements intéressants. Il va dire, ah, ça c'est cool, il met des petites étoiles. Ça va les rechercher plus tard, plus facilement. Là, il déplie un des événements et vous avez le contenu de toutes les informations qui ont été collectées
Voilà, il s'est passé une chose en regardant une ligne de log, mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé les journaux Windows, mais il y a énormément d'informations là quel programme a créé cette ligne de log, etc., etc. Donc, vous pouvez explorer tout ça. Mais la vraie force derrière aussi, c'est qu'il est capable de raisonner un petit peu sur les événements que vous lui envoyez. Des trucs tout bêtes, par exemple, il va être capable de vous remarquer, c'est quand même bizarre, l'utilisateur il se connecte sur un site web machin à 4h du mat', alors que normalement il bosse de 7 à je sais pas quelle heure. Donc il va vous permettre comme ça de vous orienter un petit peu la recherche en mettant des tags et des labels sur les événements intéressants. Et vous, derrière, vous pouvez aussi rajouter les vôtres en disant un petit commentaire sur un événement intéressant. Et ensuite les retrouver plus facilement par après, soit parce que vous donnez ça à quelqu'un d'autre, soit parce que vous allez écrire votre rapport à la fin. Pour aider aussi à simplifier les recherches, ce qui est intéressant, c'est de supprimer le bruit qui n'est pas intéressant. Des trucs normaux. Une machine, même si vous ne faites rien avec, vous savez, il se passe plein de trucs, il y a des services qui tournent, qui créent des fichiers, qui les lisent, qui les ouvrent, qui les ferment. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir virer les trucs qu'on sait qui sont légitimes. Alors des fois, ça pose problème, on pourra en parler après si j'ai le temps. Mais un outil qui vous permet de faire ça, c'est Hasher. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est simple, c'est votre entreprise, vous avez des Golden Master install là, que vous utilisez pour formater vos laptops. Et vous pouvez, avec une certitude à peu près élevée, que sur ce CD, il n'y a pas de malware. Donc tout ce qui est là-dessus, a priori, c'est safe. Donc Hasher vous permet de créer une base de données comme ça, de hash, de fichiers, safe. Il est capable aussi de causer à d'autres services qui permettent de fournir ce même genre de système, VirusTotal, HashLookup, etc. Et donc, un petit exemple, vous êtes sur Timescache, vous cherchez étoile, tous les événements, par exemple, voilà, je vais regarder tous les binaires. Il y en a 1 million, je ne vais pas les regarder un par un, ça va prendre du temps. Mais si je dis, montrez-moi ceux qui ne sont pas connus par Hasher, vous n'en avez déjà plus que 250 000. Ça va faire beaucoup quand même, mais quand même beaucoup moins. Donc ça, c'est assez intéressant. Hasher. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais Plasso, quand il parse les fichiers, il rajoute dans l'événement le hash qui a généré cet événement. Donc ça permet de retrouver les hashes comme ça dans vos événements. Une autre manière de faire sortir un petit peu des événements qui seraient suspicieux, c'est un peu l'approche antivirus. Les antivirus, ils ont des signatures. En gros, si vous êtes un malware, généralement, vous avez besoin à un moment donné de demander au système de causer au système, de dire lise-moi les fichiers, permets-moi d'ouvrir des fichiers, permets-moi d'explorer la base de registre, permets-moi d'envoyer des données sur Internet. Et donc dans le binaire, il y aura des appels à ces bibliothèques-là, à ces API système. Et il y a plein d'autres techniques qui permettent de faire ces signatures et d'utiliser des outils pour retrouver ces fichiers-là. Donc je vous parle vite fait d'IARA, c'est pas du tout un truc de Google, c'est un standard qui n'a pas été fait par nous, mais c'est intéressant pour la discussion. Voilà à quoi ça peut ressembler, ça c'est un truc classique de crypto-miner. Généralement ils ont besoin d'accéder à la carte graphique, parce qu'il va falloir calculer des hashes. Donc si dans un binaire, à un moment donné, il dit j'aimerais bien accéder au driver NVIDIA, déjà, est-ce que c'est normal qu'il y ait un binaire comme ça sur une machine qui est censée faire de la compta, quoi. Et donc après vous pouvez faire des petites règles qui disent si vous avez au moins une de ces chaînes-là, ou il en faut au moins deux, du coup, on va les flaguer. On parlait d'infostealer plus tôt. Là, j'ai une règle très classique aussi d'infostealer. Généralement, eux, ils s'intéressaient par les cookies. Parce que les cookies sur votre machine, c'est un peu des... parfois, c'est utilisé pour faire de l'authentification. Si on vous les vole, on peut se faire passer pour vous. Les durées de vie rendent ça un petit peu compliqué, mais ça peut être possible. Donc, si vous voyez qu'un binaire essaie de chercher des fichiers qui s'appellent cookie.txt, ça va être un truc intéressant. Deuxième récapitulatif, c'est pas mal en termes de temps. On a collecté des données, on en a extrait les informations utiles pour l'investigation, et on a analysé ces éléments-là de manière collaborative. Encore une fois, si j'ai commencé à trouver des éléments intéressants dans Timescache, j'ai pu dire à mon collègue, écoute, commence ton investigation en regardant les éléments où j'ai mis des petites étoiles, et du coup, tu n'auras déjà pas besoin de refaire toute cette partie-là. Et on a trouvé tous les éléments intéressants qui vont nous permettre de créer cette histoire. Voilà, qu'est-ce qui s'est effectivement passé. Un peu le travail d'archéologiste, d'archéologue. Parfois, ça ressemble un peu à ça.
Donc là, on pourrait se dire, bah, c'est fini, c'est bon, on a répondu à nos questions. Malheureusement, non, le boulot n'est pas fini. Parce que à chaque incident, on essaye de se rappeler un petit peu de ce qu'on a appris de notre incident et de ranger ça quelque part pour que la prochaine fois que ça se produit, eh ben, on ne part pas de zéro. Et donc il y a des outils qui nous permettent de faire ça aussi. Donc on parle d'intelligence, un peu comme dans les films d'espions, parce qu'il y a toute une communauté dans les entreprises et dans le service public, etc., qui essaie d'apprendre comment les attaquants, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils utilisent comme infrastructure, comme méthode pour évader les détections antivirus, etc., etc. Et c'est important de stocker ces informations-là et de pouvoir les retrouver facilement quand c'est le feu, quoi, quand il y a vraiment un méchant dans notre réseau. J'ai parlé d'intelligence, elle n'est pas artificielle, cette présentation garantit 0 IA. Ça a été presque tentant des fois, mais quand même. Donc un des outils que je peux vous proposer, ça s'appelle Yeti, développé principalement par un autre collègue français, Tom Chop, si tu nous écoutes. L'idée derrière, c'est qu'on veut stocker ce genre d'informations, c'est-à-dire des informations sur les incidents précédents, des informations qu'on peut récupérer par des tierces parties, par exemple le rapport qu'on a eu au début qui nous dit voilà, on est au courant de cette campagne de distribution de malware. Et généralement, ça c'est assez peu structuré de base, mais on aimerait bien pouvoir transformer ça en un espèce de graphe de base de connaissances. Donc ça peut être un peu n'importe quoi, on a parlé d'IP malveillant, de domaine malveillant, peut-être de hash de fichiers malveillants, mais ça peut être des trucs un peu plus méta, genre on sait que ce malware, généralement, pour qu'au prochain reboot il s'exécute encore, et ben, il va peut-être aller se ranger dans ses clés de registre. Je sais pas, vous relancez votre machine, vous voulez que votre navigateur web se relance. Il y a une clé de registre quelque part qui dit, à chaque fois qu'un utilisateur se reconnecte, relance le navigateur, et ben, le malware va dire, moi aussi. Les IRA rules, donc les signatures dont je vous ai parlé juste avant, pareil, c'est des choses qu'on souhaite pouvoir conserver et retrouver facilement. Et la chose importante, c'est de lier tout ça ensemble. Alors, à quoi ça ressemble à peu près? Ça, c'est au format table. Un cas classique de malware qui fait du crypto mining sur des machines Linux. Ils aiment bien s'appeler kswapd, ça ressemble dans la liste des processus à un truc qui pourrait être du kernel, qui gère la swap peut-être. Donc quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qui voit kswapd dit non mais ça c'est normal, j'en ai besoin. Peut-être qu'on sera intéressé par lier par exemple une connexion route par SSH un peu suspicieuse juste avant que ce nom de fichier soit créé. Et on essaie de lier ça à d'autres bases de signatures de malware. Et ça permet de créer des petits graphes comme ça d'informations. Et du coup, si on a un des éléments de ce graphe qui apparaît sur une machine, on peut aller dans Yeti faire est-ce qu'il y a d'autres choses autour auxquelles je pourrais être intéressé, que je pourrais chercher. Donc on a toute cette base de connaissances. Mais ce qui est intéressant encore en plus, par-dessus ça, c'est est-ce qu'on ne peut pas enregistrer quelque part comment on fait pour faire l'investigation elle-même. C'est un peu super méta à ce niveau-là, mais en gros, on ne peut pas tout savoir sur tout. Moi, par exemple, les Mac, je ne pratique pas du tout. Je ne suis pas expert sur comment ça fonctionne dans les détails derrière, les playlists, les machins. Je suis pas, c'est pas mon domaine. Mais si je suis appelé sur un incident où il y a une machine, c'est un Mac qui est compromis, j'ai pas envie de passer 6 jours à essayer de m'intéresser sur comment ça marche en interne un Mac. Donc pour ça, on a aussi créé une base d'informations qui s'appelle DFIQ pour Digital Forensics Investigative Questions. C'est un peu le début pour l'instant. Il y a quelques informations, mais il n'y a pas tout. Ça serait bien que la communauté aussi participe à ce niveau-là. Mais voilà, on essaye de stocker quelque part des questions classiques du genre, je ne sais pas si j'ai un exemple juste après, voilà, exemple, est-ce qu'un utilisateur a téléchargé un fichier à un moment donné? Comment on peut répondre à cette question-là? En fait, il y a plusieurs approaches. Approaches.
Une approche basique, c'est votre navigateur, lui, il stocke ça quelque part. Hein. Vous avez votre historique de téléchargement, c'est pratique. Mais, what if vous êtes sur une machine de quelqu'un, dans le cas qui essaie d'exfiltrer l'information de votre entreprise pour aller créer sa propre plus tard. Lui, il va peut-être être un petit peu malin, il va peut-être le vider, cet historique. Donc du coup, vous l'avez plus sur la machine après. Mais c'est pas grave, parce que s'il a téléchargé un fichier, ça veut dire qu'un jour, il y a un fichier qui a été créé sur la machine. S'il a téléchargé sur votre Google Drive, je ne sais pas moi, présentation en super secrète, à un moment, il y a peut-être un PPTX qui est apparu sur le disque. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à planquer par après, et surtout les gens, ils n'y pensent pas forcément. Mais en tant qu'investigateur, il faut savoir tout ça. Il faut vraiment se rappeler de toutes ces manières-là auxquelles on peut... toutes ces techniques qui permettent de répondre à des questions particulières. Donc ça peut être soit... Là les exemples, c'est répondre à cette question. La première idée, c'est aller voir si le navigateur n'a pas bêtement cette information-là, sur le disque quelque part, dans votre historique. Mais également, est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas moi, vous avez activé un système d'audit sur votre parc d'entreprise, Audit 10 sous Linux par exemple, qui vous permet de vraiment générer des logs que vous pouvez ensuite envoyer dans un système centralisé de logs pour chaque fichier créé. C'est possible, on fait ça, c'est assez commun. Donc pensez à aller chercher dans votre système centralisé de logs s'il n'y a pas cette information-là. Ou alors tout bêtement, encore une fois, revenir au système de fichiers et pensez sous Windows, aller regarder le journal des USN, qui est un truc particulier qui stocke un journal des X dernières activités sur le disque. En cas de problème, si votre machine n'a plus de jus, le système de fichiers peut être dans un état un peu pourri, et grâce au journal, il va peut-être pouvoir récupérer des informations. Et donc, il y a plein de trucs utiles et intéressants planqués là-dedans. Et il faut être vraiment bon, et il faut être aussi... pouvoir faire tourner des trucs dans le noyau pour être capable de changer ces informations-là facilement. Donc voilà, on essaie aussi de mettre en place cette, comment résoudre des accidents, comment s'y prendre pour les nouveaux, quand on fait venir quelqu'un qui vient de sortir de l'N7 par exemple et qui a peut-être pas eu qui a peut-être pas appris exactement ça à l'école, mais qui sait se démerder sur une machine, et il peut aller là-dessus et commencer à être capable de raisonner et de nous aider pendant l'incident. 40 minutes déjà. Ça fait beaucoup de choses. Récapitulatif. On a eu un problème sur une machine. On a compris ce qui s'est passé avec tous les outils d'avant. On a capitalisé sur cette investigation. On a rempli tout ce qu'on a appris dans notre système d'intelligence. On a écrit des beaux rapports si on travaille pour une autre entreprise. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'on ne peut pas encore améliorer tout ça? Je vais parler de beaucoup d'outils. Ce qui est un peu chiant aussi, c'est de devoir passer son temps à faire des contrôleurs dans son bash history pour se rappeler, alors attends, il y a l'outil machin, c'est compliqué, il y a 40 flags, je ne sais jamais comment ça marche. Il y a toujours de la doc. On prie pour qu'il y ait de la doc, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir un outil d'orchestration tout ça, qui serait capable de faire en fait les 3 étapes de collecte, analyse, process et analyse à notre place. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques petits outils qui sont un petit peu comme ça, de faire de l'abstraction d'autres outils. On a, c'est LibCloud Forensics, ça c'est un petit truc, mais qui nous aide aussi pas mal. Si vous êtes dans une grosse entreprise multi-cloud, où ils ont du Google, de l'Azure, du AWS, tout ce que vous voulez, ou même self-hosted cloud dans votre entreprise. C'est super chiant de se rappeler, putain, comment on tape dans l'API machin, j'ai pas ma bibliothèque Python Boto qui s'est tapé que sur tel truc. Moi, j'ai pas le temps. Je veux un disque, je veux une copie d'un disque d'une VM dans le cloud et je veux pas me poser de questions sur comment j'accède ça. Donc, cet outil-là vous permet de faire abstraction de tout ça. Vous aurez juste besoin de lui donner les credentials, les login mot de passe qui permettent de se connecter, et vous dites fais-moi une copie de cette machine. Télécharge-moi tous les journaux qui sont stockés dans le Google Cloud Project machin bidule, et il se débrouille. Et vous récupérez des fichiers que vous pouvez analyser après. Alors on revient dans les logos brillants.
DFTimeWolf, l'idée derrière, c'était, encore une fois, je vous dis, bon, voilà, la mastigation, c'est toujours un peu pareil, collect, process, machin, bidule. Ce qui serait bien, c'est que ça tout se passe tout seul. Alors, c'est un peu l'idée derrière. Donc, DFTimeWolf, c'est du Python. Et des recettes décrites en YAML qui disent, bon, ben voilà, pour répondre aux questions que j'ai montrées tout à l'heure, eh ben, j'ai un exemple après, ça sera plus simple. Une recette exemple, c'est Gur Artifact Hosts. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh ben, c'est très simple. Vous donnez le nom de la recette que vous voulez lancer. Vous donnez éventuellement des noms de machines qui vous intéressent. Et puis vous vous dites, collecte-moi ce genre de fichiers. Donc encore une fois, c'est des fichiers de Forensics Artifact dont j'ai parlé tout à l'heure. Pardon. Oui, c'est ça, des artefacts. Donc je ne veux pas avoir à dire je veux tel fichier. Je veux dire je veux les fichiers de navigation. Je ne veux pas savoir exactement quels sont les fichiers derrière. Et donc automatiquement, DFTimeWolf, il va d'abord taper sur l'API de Gur pour lui dire, eh ben, écoute, contacte ces machines et dis-leur de récupérer tout ça. DFTimeWolf va ensuite télécharger sur votre workstation. Il va lancer Plasso derrière, donc prendre ces fichiers bruts et transformer ça en une timeline des événements. Qu'est-ce qui s'est passé et quand est-ce que ça s'est passé? Et éventuellement uploader ça tout seul sur TimeSketch juste derrière. Donc, en une commande, vous avez automatiquement, le temps que les machines répondent. Si c'est des laptops, il faut attendre un petit peu parce que peut-être les gens sont en train de dormir et ils n'ont pas rallumé leur machine pour travailler. Et ils s'occupent de tout ça et vous espérez que d'ici peu de temps, vous avez tout ce qu'il vous faut dans TimeSketch après avoir lancé ça. Alors le problème qu'on avait avec ça, c'est que c'était un petit peu trop sériel. Hein, c'est-à-dire que petit 1, je fais ça, j'attends le résultat. Petit 2, je fais ça, j'attends le résultat. L'autre problème, c'est que Plasso, c'est long. Maintenant, les machines, prenez un laptop, il y a 2 Tera de disque. Ça peut être très très long à parser. Et vous aimeriez bien éventuellement pouvoir envoyer ça sur des grosses machines dans le cloud ou je ne sais pas où, ou dans votre labo avec des super ordinateurs avec tous les cœurs du monde. Et pour que ça aille un peu plus vite, et éventuellement essayer de paralyser ça au maximum. C'est là que OpenRelic intervient, encore un nouveau lien GitHub. Vous remarquez ici que c'est le lien juste sur l'organisation et pas le projet en lui-même. Je vais vous dire pourquoi. L'idée derrière, c'est de reprendre tous les outils dont j'ai parlé avant, et les mettre dans des petits containers qui viendraient avec toutes les dépendances dont on a besoin. Je ne sais pas si vous aussi, vous passez votre vie dans des virtualenv et autres joyeusetés du genre pour prier pour que ça marche. Et tous les 6 mois, il y a un nouveau « Ah non, tu utilises Plotly, mais ça c'est tellement la semaine dernière, maintenant on est passé à UV. Ah non mais UV, mais trop naze. Depuis lundi, on a complètement... Il y a toujours un nouveau truc, ça marche jamais. Et puis il y a Python 14 qui apparaît et du coup qui n'est pas compatible avec les trucs d'avant, on en a marre. Donc pour essayer de simplifier un peu tout ça, et aussi aider un petit peu le côté collaboratif. Alors bon, c'est un peu méta, c'est un peu compliqué. On n'est pas très bon en interface utilisateur en tant que... moi je fais des investigations, coder des interfaces, c'est pas mon truc. Si vous avez des idées, pull request accepté. Mais l'idée, voilà, c'est de pouvoir écrire des workflows. Donc vous partez à gauche d'une image disque, et vous vous dites, bon, à chaque fois qu'on a une image disque, je veux appliquer les mêmes trucs les uns après les autres, mais il y a des trucs que je peux faire en parallèle. Par exemple, une fois que j'extrais les jeux d'éléments Windows, par exemple ici, et je sais que là-dessus, je veux lancer toujours les mêmes outils. Alors, Hayabusa, j'en parle pas parce que je connais pas super bien, mais il y a tous ces autres outils qui existent aussi, qui sont développés par d'autres entreprises, que vous pouvez intégrer dans votre workflow. Et en gros, voilà, de gauche à droite, tout ça va s'exécuter, et tout ce qui peut s'exécuter en parallèle s'exécute en parallèle, et à la fin, vous pouvez récupérer les résultats, sans avoir vous-même cherché dans votre bash history comment on lance les commandes. Et tous ces workflows, encore une fois, vous pouvez les réutiliser d'un incident à l'autre, vous pouvez les prêter à vos collègues en disant « Ah, moi j'ai ce truc-là, à chaque fois ça me donne le résultat exactement que je veux, ah super, etc. » Ils peuvent être tous configurés. Et donc on a un petit marketplace comme ça de tous ces petits containers qui permettent de faire des tâches un petit peu plus restreintes que ce dont je parlais avant, et que la communauté peut venir nous utiliser et vraiment en proposer d'autres. Voilà, si vous avez votre outil que vous pensez qui peut être utilisé dans la réponse à un incident, il suffit de mettre un petit, il y a un template pour créer ces conteneurs-là.
Et ça va se faire passer tout seul. Il suffit juste d'importer le truc qui va bien, qui va faire que le Redis calls. C'est magique, c'est super. Je suis allé beaucoup plus vite que prévu, c'est incroyable. Du coup, on arrive vers la fin. Je voulais parler de beaucoup de choses. Et une dernière chose à laquelle je voulais parler, c'est, parce que finalement, ça fait quand même beaucoup d'outils. Même avec OpenRelic, bon, c'est son propre truc, il va avoir aussi besoin d'avoir un Redis qui tourne, une base de données, plein de trucs. Et on aime bien pouvoir simplifier l'installation de tout ça et pouvoir proposer une installation assez facilisée au plus grand nombre, que ce soit des chercheurs qui devraient faire des trucs, ou vous qui êtes développeur et qui voudrez soumettre du code. C'est bien quand on peut facilement installer le logiciel, lancer des tests, etc. etc. Donc on propose aussi sur GitHub alors ça c'est pas non plus super mon domaine, des moyens d'installer tout ça de manière simplifiée avec ces systèmes de recettes d'installation de containers, de création de machines virtuelles. Donc principalement, encore une fois, pour des clouds pas très open, mais j'imagine que ça devrait marcher si vous avez du Kubernetes à la maison. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Petit récap pour vous remontrer tout ça. Collecte de fichiers divers et variés. L'analyse, pas l'analyse, le processing, donc extraire la moelle épinière, extraire toutes les informations sur lesquelles un être humain ensuite pourra raisonner. Mettre tout ça dans des bases qui permettent de query, interroger cet ensemble de connaissances, les enrichir avec d'autres sources d'informations et résoudre les problèmes en espérant que je vous ai parlé encore une fois d'un cas de compromission très simple, limité à une machine, mais dans la vraie vie réelle, dans les grandes entreprises, c'est quand même assez souvent qu'on détecte un problème un peu trop tard, quand éventuellement un attaquant a déjà eu le temps de faire des dégâts, de s'installer un peu partout, commencer à rajouter des moyens de revenir plus tard. Si on trouve une porte d'entrée, il se laisse des petites portes d'entrée discrètes pour revenir plus tard. Je vous conseille de lire des rapports d'incidents qui existent sur Internet, c'est très très intéressant. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'open source ? Il y a plusieurs raisons. Parce qu'encore une fois, je bosse dans une grosse boîte, on pourrait imaginer que ce ne serait pas dans leur intérêt, mais en fait, si, c'est quand même super intéressant. Moi, il y a des raisons historiques. Tout bêtement, moi, si je développe des outils sur mon temps de travail chez Google, j'aimerais bien que quand ils me virent à la prochaine mass layoffs, que je puisse les réutiliser dans ma prochaine entreprise et de ne pas être coincé, quelque part. Donc, depuis toujours, la communauté de réponse à incidents fait beaucoup d'open source, parce que aussi c'est un bon moyen d'échanger de l'information. Encore une fois, le but c'est vraiment de virer des pirates de votre réseau, quoi. Donc, plus on peut échanger d'informations, mieux c'est. On a aussi un problème particulier, encore une fois, si on revient au cas où on essaie de comprendre si un employé a fait des bêtises. S'il a vraiment fait des grosses bêtises et qu'on a besoin de monter un dossier pour expliquer pourquoi on aimerait bien qu'il ne travaille plus dans notre entreprise et qu'il faut qu'il aille voir ailleurs, le dossier a intérêt à être solide parce qu'il y en aura peut-être des avocats en face. Et ce qu'on veut pouvoir, c'est montrer, voilà les outils qu'on a utilisés, voilà comment ils marchent. Si vous êtes un avocat en face, vous pouvez aller vérifier exactement ce qu'on a fait. Le code qu'on a utilisé, il date de tel commit, et vous pouvez aller voir exactement, etc., etc. Donc ça c'est super important dans des cas particuliers où il y a ce côté judiciaire qui peut arriver. Et puis voilà, c'est quand même toujours cool quand quelqu'un d'autre vient en disant là il y a un problème et voici le code pour résoudre le problème. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, pouvoir reproduire aussi
on est parti de ces fichiers-là et on est arrivé à cette conclusion et on peut vraiment essayer de comprendre du début à la fin pourquoi on est arrivé à cette conclusion à partir de fichiers récupérés sur un disque. Qu'est-ce qu'on va faire après? What's next? Alors plus de tests. Un truc classique, c'est encore une fois, moi j'étais embauché pour faire ces analyses de compromission, répondre à des incidents. Je ne suis pas un développeur élite. Moi j'aime bien écrire des scripts Ruby dégueulasses qui tiennent dans une seule ligne, qui soient le moins lisibles possible. Moi ça me fait kiffer. Mais c'est pas super quand on a quand on a besoin que ça marche vraiment. Ce qu'on veut, voilà, c'est pouvoir écrire des trucs et on a besoin de tester mieux notre code. Test de régression, test end-to-end, etc., etc. Toujours besoin de plus de ça. Plus de parseurs pour parser encore plus de trucs parce que il y a Windows 11 qui est sorti là, donc ils ont encore tout changé. Il faut savoir retrouver où sont nos fichiers, comment les données binaires sont enregistrées là-dedans, où sont les timestamps, etc. Plus de Worker Open Relic. Open Relic, c'est vraiment un truc qui a commencé il y a 1 an à peu près. Un peu les balbutiements, on a un premier jet qui fonctionne, mais on aimerait bien avoir plus d'outils dans le marketplace que je vous ai montré juste avant. Et un truc sur lequel je bosse en ce moment, c'est rajouter aussi de la journalisation de ces outils pour pouvoir encore une fois détecter s'il y a des problèmes. Puis de la télémétrie, c'est un truc, j'ai appris ça, c'est Open Télémétrie, ça a l'air génial, ça fait des graphes, c'est super. Et d'un coup, le graphe, il devient rouge, et tu dis, ah, il y a peut-être un problème là, qui c'est qui a écrit le code c'est quoi les derniers commits qu'il y a eu dans les 2 derniers jours, et tu peux taper sur Damien qui a fait, pourquoi t'as mis ce code-là. Voilà, petit disclaimer, je ne parle pas vraiment au nom de mon entreprise, mais surtout, tous les outils qui sont là-bas sont fournis tels quels. Il n'y a pas de service payant derrière. Savez-vous-en, mais c'est tel quel. Et puis merci bien. J'espère que vous avez pris des trucs. Je parlais beaucoup de communauté. Il y a effectivement un blog où on annonce comme ça des nouvelles releases qui peut être utile. Et puis, si vous venez discuter, il y a un Slack par là. Vous avez essayé d'installer nos outils et il n'y a rien qui marche. Peut-être qu'il y a une chance qu'on en arrive à vous aider ou que quelqu'un d'autre vous donne des réponses. Et puis voilà, je ne l'ai pas mis là. Je vais le mettre vite fait. Si vous voulez. Oh, il n'y a pas beaucoup de pixels. Je ne sais pas si c'est lisible, mais si vous voulez me parler, romanger@google.com. Voilà. Des questions? Je ne sais pas si on a le temps. Oui. Alors, merci. La question, on me dit de la répéter au micro. La question, c'est, donc on a toute la partie architecture qui permet de réinstaller tout ça. Quid de la documentation? Best effort. Encore une fois, mon boulot principal, c'est quand même de faire cette analyse des réponses aux incidents. Le temps de développeur est un peu limité et on aime bien écrire du code, mais écrire la documentation, parfois c'est un peu compliqué. Best effort. Nos style guides, généralement, il y a du code review, donc le code en lui-même, généralement, est à peu près propre, des commentaires et tout ça, de la doc générée automatiquement, c'est le cas d'OpenRelic par exemple, à partir du code source. Et normalement, il y a des readme à droite à gauche qui, on espère, seront suffisants. Ah oui, ce que je disais tout à l'heure, pour la question, c'est retrouver ces rapports d'incidents. Google, il n'y en a pas tant que ça, parce que les entreprises sont généralement un peu... n'aiment pas trop parler de leur compromission, mais j'en ai pas qui me viennent en tête, je suis désolé, j'aurais dû les mettre, mais je sais que ça existe. Il y avait une autre question par ici?
Alors la question c'est comment on s'assure de la sécurité de tous ces outils, tout ce code qu'on récupère de partout. Et aussi, il y a la question du quand on collecte des données et qu'on va les parser dessus, les parseurs de fichiers, c'est vrai que c'est un truc assez classique qui contiennent des vulnérabilités. Donc on pourrait imaginer qu'un attaquant pose un fichier qui va trigger une vulnérabilité dans nos parseurs. Alors on essaye de se protéger de ça un petit peu par l'approche des conteneurs dans OpenRelic, faire en sorte que les parseurs tournent dans des environnements un petit peu plus restreints, donc pas directement sur notre machine. La partie authentification, c'est un peu compliqué. Je sais qu'en interne, on a heureusement des équipes qui s'occupent de ça pour que ça marche tout bien. Mais normalement, il y a du SSO à peu près propre. C'est basé sur du OIDC assez classique. Je suis pas un expert. Et il y avait aussi une question sur, si j'ai bien compris, quand on collecte des données d'autres machines. Bon, déjà, moi, en tant qu'agent, je ne peux pas facilement faire récupérer là, ton historique de navigation. J'ai besoin pour ça, tout a besoin d'être validé. Donc j'ai besoin d'abord de demander de faire une demande qui est stockée quelque part que tout le monde peut aller voir. Voilà, j'ai besoin d'aller récupérer ces informations dans le cadre de tel incident. Et pour que les fichiers soient effectivement récupérés, cette demande doit être validée par une deuxième personne. Donc je ne peux pas moi tout seul aussi m'amuser à récupérer des données de mes collègues pour faire des bêtises. Et j'ai dû oublier des parties de votre question. C'est bon. Merci. D'autres questions? Ouh, plein de questions. Oui. Est-ce que OpenRelic va remplacer DFTileMove? Je ne pense pas. Ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt faire en sorte que DFTileMove parle à OpenRelic. Parce que la partie collecte, OpenRelic s'en occupe pas du tout. Mais DFTileMove causerait à Gur pour récupérer des fichiers et ensuite poserait ça sur OpenRelic en disant maintenant analyse-moi ça avec toute la capacité de calcul dont j'ai disponible. OpenRelic sort un résultat et ensuite je prends ce résultat-là pour mettre dans le timesketch pour l'analyser par là. Excellente question. La question, c'est sur l'analyse mémoire. Alors, c'est vrai que dans beaucoup de cas, le malware il va se lancer, ensuite il va faire beaucoup de choses en mémoire. Et on peut récupérer des informations très intéressantes parce que les malwares, des fois, ils se suppriment du disque pour continuer à tourner en mémoire. Mais ça, le problème, c'est que si la machine reboot, après, il n'est plus là. Donc, il y a quand même toujours des trucs sur le disque qui traînent. L'analyse forensique mémoire, c'est toujours un truc qui a toujours marché dans les workshops que je suis allé faire et que j'ai jamais réussi à faire marcher dans des cas typiques. C'est très compliqué en fait. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, mais plutôt il y a 10 ans. Maintenant, quand une machine, un laptop, là, je sais pas, genre 32 ou 64 Go de RAM, le temps que je commence à copier la mémoire, tout a changé en fait. C'est tellement volatile. Il y a des cas particuliers où Gur permet de faire ça. Seulement sur Windows, de collecter la mémoire d'un processus particulier. Alors ça, on arrive à faire des choses. Donc Gur permet de faire ça. Et les analyses après, volatility, open source, avec beaucoup de drama de licence. Je vous laisserai chercher tout ça. C'est un outil utile dans certains cas, mais il faut avoir de la chance. Malheureusement, c'est très dépendant des versions de noyau. Quasiment chaque noyau Linux, que ce soit la recette volatility pour parser un dump mémoire, il faut exactement connaître la version de noyau, il faut généralement recompiler des trucs, enfin, c'est sans fin. Et j'aime bien quand je peux répondre à toutes les questions sans avoir besoin de faire ça. D'autres questions? Oui. Déjà, est-ce que tu pourrais montrer le slide sur l'infrastructure? Ah. Vous avez le mot de passe. Tac. Ouais. Et ensuite, par rapport à la question que tu as posée, RRG, donc la réécriture de
Oui. Ça marche. Ça marche. Il y a quelques mois, on a eu quelques soucis lors du déploiement de la nouvelle version, parce que ça tourne sur nos machines. Mais c'est en cours. Ils ont release, et on est en train d'essuyer un petit peu les plâtres. D'ici quelques mois, ça va se stabiliser, je pense. Et puis voilà, je pense qu'on peut-être rester un petit peu à côté si vous voulez causer, mais je ne sais pas s'il y a une présentation après. Non? Bon, ben voilà. Merci.